Quand on entend nourriture émotionnelle, on s'imagine vraiment qu'on mange sur le coup d'une émotion, là tout de suite. Je suis stressée, donc je vais manger du chocolat. Et c'était pas mon expérience, c'était pas ce que je vivais, parce que moi, je mangeais parfois simplement par habitude, ou parce que je passais devant la boulangerie, ou parce que j'avais une boîte de gâteaux sous le nez, ou parce que y avait des croissants à la machine à café du travail, etc. Et il n'y avait pas vraiment d'émotion apparente qui rentrait en jeu. C'était de l'habitude, en fait, c'était un comportement que j'avais. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Nous allons essayer de répondre à une question ce matin. C'est pourquoi est-ce que nous mangeons quand nous n'avons pas faim ? On va essayer d'y répondre parce que c'est pas facile à comprendre comme problème. Mon invité s'appelle Ingrid Lemaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes animatrice du podcast Faim de liberté. Vous êtes une ancienne ingénieure. Hein. C'est ça. Vous êtes reconvertie au yoga. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous êtes sortie de l'autoroute ? Un long chemin intérieur qui touche beaucoup à cette histoire de nourriture, justement. La recherche de comment être un peu plus présente et consciente au quotidien. Ça vous manque, votre vie d'avant ? Quelques aspects, oui. Mais c'est quand même plus sympa, le yoga. Vous publiez Food Fighting, comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle aux éditions First. Il y a énormément de concepts dans votre livre. Je vais commencer par la punchline. Ça a fait ma semaine, je vous dis tout de suite. Je n'avais pas hier, j'avais envie de croissant alors que je n'avais pas faim et j'en ai quand même mangé. Tout à fait. Et ça, c'est l'histoire de tout le monde. Tout à fait. C'est un peu la définition, en fait, de ce que je raconte dans le livre et que j'appelle food fighting. C'est quand la nourriture est un petit peu plus que j'ai faim, donc je mange, et qu'on a tout un tas d'autres mécanismes qui rentrent en compte, psychologie. Donc là, c'est quoi ? C'est j'ai envie, donc je mange. C'est quoi ? C'est même pas. C'est plutôt, je mange pas avec ma bouche et mon estomac qui ont faim, je mange avec mon cerveau. Mon cerveau a envie des croissants, même si mon corps n'a pas faim. Et donc, ça veut dire que le cerveau gagne. Et parfois, il gagne. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que vous n'achetez plus jamais de Kinder Pingui ? Alors... Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame. Alors justement, les Kinder Pingui, ça faisait partie de ces nourritures que me réclamait mon cerveau. Parce que je les avais classées comme interdites. Parce qu'un Kinder Pingui, c'est pas réputé pour être très bon pour la santé. Voilà, c'est un peu gras, sucré, tout ce qui va pas dans nos règles actuelles. Et donc, mon cerveau en avait envie. Et le jour où j'ai décidé d'essayer de les manger en étant totalement consciente et en goûtant vraiment ce que c'était, en faisant attention au goût et pas juste parce qu'ils étaient interdits, je me suis rendu compte que c'était pas si bon finalement. Vous avez mangé des Kinder Pingui en pleine conscience. Tout à fait. Là, vous allez voir, Ferrero va nous envoyer un mail, des messages. Tous les fans de Kinder Pingui vont nous envoyer des commentaires d'insultes. Mais derrière cette histoire de Kinder Pingui, qu'est-ce qui se cache ? En fait, ce qui se cache surtout, c'est l'ensemble de règles qu'on s'impose qui concernent l'alimentation. On en entend tout autour de nous, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé, mangez 5 fruits et légumes par jour, etc. Et c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, ça aiguille. Mais ce qui se passe pour notre cerveau, c'est que ça fait beaucoup d'informations à gérer à chaque repas. Est-ce que je respecte la règle A, la règle B ? On n'en finit pas. Et ça met vraiment une pression en fait sur nos repas. Et quand on mange un aliment qui ne rentre pas du tout dans ces catégories-là, alors là, c'est le drame. Notre cerveau est complètement perdu, il ne sait plus quoi faire. Alors, food fighting, je pensais vraiment que ça existait, qu'avant vous, ça existait. Donc, je ne me suis pas posé la question. Et alors que c'est vous qui avez déposé ce concept, en fait. C'est ça. En fait, on parle plutôt de nourriture émotionnelle ou d'alimentation émotionnelle, du fait de manger ses émotions. Et vous aimez pas trop ça. Et je me reconnaissais pas dans ce terme-là, en fait, parce qu'effectivement, quand on entend nourriture émotionnelle, on s'imagine vraiment qu'on mange sur le coup d'une émotion, là, tout de suite. Je suis stressée, donc je vais manger du chocolat. Et c'était pas mon expérience, c'était pas ce que je vivais, parce que moi, je mangeais parfois simplement par habitude, ou parce que je passais devant la boulangerie, ou parce que j'avais une boîte de gâteaux sous le nez, ou parce que y avait des croissants à la machine à café du travail, etc. Et il n'y avait pas vraiment d'émotion apparente qui rentrait en jeu. C'était de l'habitude, en fait. C'était un comportement que j'avais. Et donc, je trouvais un peu mensonger de dire nourriture émotionnelle, alors que j'étais pas spécialement en colère ou quoi. En fait, c'est simplement que ces émotions-là existaient, mais beaucoup plus profondes, qu'il a fallu que j'aille les chercher. Et donc, c'était quand même très compliqué, cette relation à la nourriture que j'avais. Ça me prenait toute la journée. J'avais beaucoup de pensées par rapport à ça, beaucoup justement d'envie de ces fameux aliments interdits. Et je reconnaissais pas du tout cette histoire de manger sous le coup d'une émotion négative.
Et donc j'ai préféré trouver un terme pour définir un peu plus cette relation compliquée qui était incessante, qui était difficile, et c'était vraiment un combat, et d'où le terme food fighting. Mais à quel moment, vous avez pu mettre un mot avec votre relation avec la nourriture ? Plus tard que peut-être j'aurais souhaité, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup entendu justement ce terme nourriture émotionnelle, il m'a beaucoup perturbée. Je me disais, mais quelle émotion je ressens ? J'essayais de me poser la question et ça marchait pas. C'est peut-être, je dirais après 1 an après avoir découvert ce concept de nourriture émotionnelle que je ne connaissais pas. Mais qui vous a amené là-dessus ? Parce que bon, en général, Alors, j'ai fouillé. quand on a un dysfonctionnement ou alors qu'on a un problème avec la nourriture, on va d'abord chez le nutritionniste, enfin, je sais pas, chez plein de spécialistes. Donc on tombe pas tout de suite sur ce concept de nourriture émotionnelle. Tout à fait, moi ça a été très long. Mais je voyais pas vraiment ce problème comme une maladie, je le voyais plutôt comme une mauvaise habitude. Donc je ne me suis pas spécialement tournée vers le corps médical. C'est-à-dire que quand on a simplement l'habitude de penser tout le temps à la nourriture, on n'a pas l'impression d'avoir une maladie. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire par le passé, mais là, à cette période-là, je ne les avais plus. Donc il ne m'est pas venu en tête de consulter un médecin pour lui dire c'est bizarre, je pense tout le temps à la nourriture. Dans ma tête, c'était plus une histoire soit de comportement un peu bizarre, soit peut-être même de quelque chose de tout à fait normal qui concernait beaucoup de gens. Et donc je n'avais pas vraiment l'impression d'être concernée par de devoir aller voir un spécialiste, un thérapeute, etc. Et c'est en cherchant un peu quand même sur Internet qu'un jour je suis tombée sur la nourriture émotionnelle, c'est ça, c'est manger ses émotions, c'est manger quand on n'a pas faim, c'est ne pas écouter son corps. Et je me suis dit c'est ça. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que il y avait quand même un aspect qui me dérangeait un peu, c'était justement ce côté émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous retrouviez ? C'est-à-dire manger quand on n'a pas faim. Oui. C'est ça. Donc, vous, quand vous créez ce concept de food fighting, comment vous le définissez ? Alors, comme une relation conflictuelle à la nourriture. C'est-à-dire qu'on mange pas forcément ce dont on a envie. On mange pas forcément en écoutant nos sensations. On mange pas forcément quand on a faim. Et de manière générale, manger est compliqué. Je donne souvent l'exemple on va au restaurant, les frites nous font énormément envie, mais c'est des frites, c'est pas très sain, etc. Mieux vaut manger des légumes. Et donc, on va prendre une salade dont on n'a pas envie. On va pas écouter nos envies, on va prendre une salade. On va avoir notre voisin qui va prendre des frites, on va lorgner dessus pendant tout le repas, mais on n'aura pas commandé ça, et donc on sera frustré. Et donc, à la prochaine occasion de faire passer notre frustration, d'acheter un gâteau, etc., on va faire passer un peu cette frustration-là. Et donc, c'est un peu un système qu'on a d'interdiction, de lois qui régissent notre façon de nous alimenter. C'est un peu tout ça, finalement, le food fighting. Manger, comportement qui consiste à manger régulièrement sans faim. En gros, en plus, mais j'ai envie de dire que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui mangent sans faim, parce que manger quand on a faim, ça voudrait dire qu'on arrive à déterminer le moment où on a faim. C'est ça. En fait, ça va quand même un petit peu plus loin que ça, effectivement. C'est-à-dire que c'est en plus quand ça nous pourrit vraiment la vie, entre guillemets. C'était un peu mon cas. Moi, c'était vraiment 24 heures sur 24. Il y a des personnes qui, effectivement, vont devoir manger sans faim de temps en temps parce que le repas tombe mal, parce qu'on a des horaires à respecter aussi. Et parfois, ça ne correspond pas toujours à notre rythme biologique. Donc, il faut toujours qu'on s'arrange un peu. Donc, ce qui est vraiment à la source un peu du food fighting, c'est aussi que ça nous pèse vraiment. Qu'on va avoir ces frustrations, cette culpabilité parfois d'avoir mangé le mauvais aliment qui ne rentre pas dans les bonnes règles, d'avoir mangé un peu trop, etc., qui va nous poursuivre un petit peu au cours de la journée. Vous aviez des problèmes de poids ? Pas vraiment, en fait. J'avais un poids dans la normale, mais c'était, entre guillemets, ça n'empêchait pas que j'avais tout ce système de règles, de manger sainement, d'éviter tel aliment, d'éviter de manger trop lourd le soir, etc. Tout un ensemble de règles vraiment très très lourdes qui pesaient sur mon assiette à chaque repas. Et alors, à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à ce que vous mangiez ? Alors, vous savez, parce que vous dites, j'ai toujours... En fait, je me suis toujours intéressé à ce que je mangeais, mais à partir de quel âge ? Vous avez un souvenir précis ? Alors, à ce que je mangeais, dans le sens un peu négatif avec les règles, etc., j'ai fait mon premier régime quand j'avais 15 ans. Pourtant, je n'étais pas spécialement en surpoids. Mais c'était un petit peu le début de cette relation conflictuelle. C'était pour être un peu plus mince. C'était pour... j'avais l'impression que c'était la bonne chose à faire sur le moment. Et ce premier régime-là, on a entraîné de très nombreux autres. Un cycle un peu de yo-yo qui a duré une dizaine d'années. Et par contre, à quel moment je me suis intéressée, non pas à ce que je mangeais, mais à comment je le mangeais. Ça, c'était vers 2017-2018, quand j'ai vraiment commencé à me dire, mais il y a un problème là, c'est pas normal de penser à la nourriture 24 heures sur 24, en fait.
C'est-à-dire, à quel moment vous commenciez à y penser à la nourriture? Au cours de la journée? Ouais. Dès le début de la journée, dès le réveil. Et c'était quoi vos pensées? Alors, je pense que c'était un peu des pensées de et si je mangeais ça pour tel repas, et est-ce que je peux m'organiser comme ça pour aller manger un croissant, etc. Alors, parfois, ça allait très bien aussi. Et puis, c'est le drame, je passais devant une boulangerie qui sentait bon. Ou alors, j'arrivais au travail, il y avait des croissants, c'était compliqué. Et c'était quasiment tous les jours. Et alors, après, il y a le midi. Ah oui, mais en fait, j'ai mangé un gros petit déjeuner. Alors, ce midi, il faudrait que je mange léger. Mais en fait, il y a des frites, etc. Et c'était comme ça jusqu'au soir, en passant par l'étape que beaucoup de gens connaissent, qui est je rentre du soir, je suis toute seule, j'ai l'habitude de le faire et je m'occupe l'esprit et je vais passer devant une boulangerie, je vais m'acheter quelque chose, etc. C'était une prise de tête, quoi, finalement. Complètement. Alors, vous découvrez un jour le modèle de Brooke Castillo. C'est ça. Shkoun Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'est une coach américaine qui, justement, a essayé de mettre un peu un modèle en place sur cette façon de gérer les émotions quand elles nous poussent à reproduire un comportement au quotidien, comme le fait de manger sans faim, par exemple. Et ce que Brooke Castillo propose, c'est en gros d'analyser ça comme si on avait un stimulus extérieur, donc vraiment une circonstance extérieure, du style je passe devant une boulangerie et ça sent bon, ça c'est pas de ma faute, je peux rien y faire. Et ensuite ce côté stimulus extérieur va déclencher une pensée chez nous, ah ça sent très bon cette boulangerie, et qui va déclencher une émotion, de l'envie par exemple. Ou ça peut être autre chose, ça peut être aussi ça me ferait du bien, je travaille si dur, prends soin de toi, achète-toi un truc qui te fait plaisir. Et cette émotion-là est un peu à la source du fait qu'on passe à l'action ou pas. Est-ce que je vais acheter le croissant ou est-ce que je vais pas l'acheter? Est-ce que je vais résister? Et en fait, cette histoire de modèle, ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un modèle, c'est-à-dire qu'on le répète à l'infini, en fait, depuis souvent très très longtemps, de nombreuses années. Moi, je pense que ça remontait à l'enfance, ce jour où je me suis dit que la nourriture, c'était une source de paix pour moi, ou plutôt d'un apaisement. Peut-être parce que j'étais dans une famille nombreuse, il y avait un peu beaucoup de bruit et que la nourriture, c'était peut-être le moment un peu plus calme. Et c'est souvent, je pense, un modèle qu'on a qui est très inconscient. Et justement, on ne va pas manger sous le coup de la colère, on va manger parce qu'on a l'habitude de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui nous écoutent vont se dire mais pourquoi elle se préoccupe de ça si elle n'avait pas de problème de poids? Parce que souvent, les gens commencent à s'intéresser à la façon dont ils mangent quand ça se voit. C'est ça, et en fait non. Et en plus, en travaillant sur ce côté-là, je me suis rendu compte que tout autour de moi, des personnes de tout type de morphologie avaient une relation un peu particulière à la nourriture. En fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément lié. Alors bien sûr que si on a des problèmes de poids, c'est encore pire. C'est sûrement amplifié parce que là, en plus, on a peut-être vu une nutritionniste qui nous a dit d'éviter ci, ça. Donc ces règles-là, justement, sont très marquées. Mais même quand on n'en a pas, on a toujours l'impression qu'on ne mange pas selon les règles en vigueur, etc. On a souvent aussi peut-être envie de paraître un petit peu mieux, de perdre quelques kilos. Parfois, on dit qu'on fait attention. Ça, c'est juste une autre façon détournée de dire qu'on fait régime. Et finalement, c'est un petit peu, quel que soit le type de morphologie, on a tous une relation un peu étrange à la nourriture, souvent. Et le livre, donc Food Fighting, ça parle vraiment à, que ce soit j'ai envie de dire, les personnes un petit peu comme moi, qui ont peut-être eu une histoire quand même compliquée depuis l'enfance, etc. Tout comme j'ai discuté avec des hommes qui avaient lu le livre et qui reconnaissaient plus ce côté... moi, je suis un bon vivant, alors, et avec des injonctions un peu différentes à chaque fois, quoi. Non, le problème, c'est quand on y pense, qu'on y pense dès le matin et que ça devient un combat en permanence. C'est ça. Mais j'y vais pas, je mange pas. Ouais, mais bon. Exactement. Et pour, par exemple, certains hommes avec qui j'ai pu discuter, qui ont lu le livre, c'était pas forcément dès le matin, mais effectivement, les repas à plusieurs, au restaurant ou en famille, ils allaient manger beaucoup trop par rapport à leur faim, quoi. Avoir du mal à écouter justement cette sensation de satiété parce que les injonctions, les règles sont un petit peu différentes dans ce cas-là. C'est vraiment une injonction à moi je me fais plaisir, je suis un bon vivant, je suis pas quelqu'un qui mange de la salade, etc. Alors c'est un nouveau terme qui va peut-être être popularisé, c'est tout ce que je souhaite à mon invité Ingrid Lemaire ce matin, le food fighting, ou comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle. Chez First, c'est le titre du livre que vous publiez. Vous êtes animatrice d'un podcast qui s'appelle Faim de liberté. Bon, faim, ça s'entend pas à la radio, mais ça s'écrit F-A-I-M. Voilà, très bien. Et moi, j'ai dévoré votre livre. Ah. Beaucoup de gens mangent sans faim aujourd'hui. C'est un problème, ça, de manger sans faim?
Pas forcément si c'est quelque chose qu'on fait sans trop faire attention et que ça nous embête pas après, c'est pas forcément un problème. Là où ça devient un problème, c'est quand en plus on va se dire oh là là, j'ai mangé beaucoup trop, j'aurais pas dû manger ça, et qu'on va continuer à y penser au cours de la journée. Donc ça, c'est la culpabilité. Exactement. La culpabilité, ça fait prendre du poids. Alors oui, je pense. C'est-à-dire que c'est justement la culpabilité, c'est un petit peu le mécanisme qui fait qu'on va repartir dans un cercle un petit peu de règles immuables, etc., qu'on s'impose par rapport à la nourriture, qui vont forcément, à un moment ou à un autre, pour des raisons diverses, être suivies d'une petite transgression des règles qui va sûrement se transformer en une grosse transgression des règles, parce que foutu pour foutu, voilà, j'ai pas respecté ma règle, j'ai pas mangé trop gras, trop salé, trop sucré, j'ai mangé un gros McDo, autant prendre un dessert. Et en fait, ça, c'est pas très grave, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps sans problème. Ce qui pose problème, c'est quand après ce craquage-là, on va se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais n'importe quoi, mais je me considère, j'ai pas de respect pour moi, pourquoi j'ai mangé aussi autant, etc. Et c'est ces pensées-là qui vont peut-être nous pousser à dire bon maintenant je fais un peu attention, demain je vais manger léger parce que hier j'ai mangé un gros McDo, etc. Et ces règles-là nous faut repartir pour un tour. Et en fait pour moi c'est vraiment un peu la culpabilité, c'est un petit peu la clé pour justement se dire en fait c'est l'étape qui nous fait repartir pour un tour, donc essayons de ne pas trop nous sentir coupables et juste de nous dire oui mais ça m'a fait plaisir de manger ce gros resto entre amis, c'était un très bon moment et puis voilà, et puis maintenant je vais reprendre ma vie comme si de rien n'était. En fait c'est très très difficile de faire ça quand on a l'habitude de se flageller au quotidien et de se dire mais regarde ce que tu as mangé, etc. Vous avez compris d'où elle venait cette culpabilité de manger? Alors c'était dur. Vous avez essayé de la décortiquer finalement. C'est ça, c'était dur et je pense qu'effectivement elle vient justement de tout ce système de règles dans lesquelles on baigne et de l'image qu'on a de soi aussi. C'est-à-dire que non seulement on s'impose tout un tas de règles qui sont très très difficiles à suivre, donc c'est normal en fait entre guillemets de péter un câble, donc quand on a 48 règles qui définissent nos façons de manger, les horaires, les quantités, les aliments, etc., gluten, végétarien et compagnie, écolo, local et j'en passe. Et donc c'est déjà très difficile. Oui, les injonctions contradictoires qui viennent de partout. Tout à fait, sans oublier la fameuse injonction à se faire plaisir et à être un bon vivant, et qui est complètement contradictoire avec tout ça. Et en même temps, on a ce côté image de soi-même. Regarde comment tu manges, non mais c'est pas bien de manger comme ça, tu devrais manger autrement, regarde pour ton corps, il faut le nourrir, etc. Et ça, c'est quand même très très difficile de marier un petit peu tout ça et de manger sereinement. Et c'est un petit peu pour ça que je me suis intéressée un peu à la culpabilité et à essayer de comprendre d'où venait la mienne. Alors j'ai pas trouvé de réponse universelle et immuable. Je pense que ça dépend vraiment d'un chacun. Je pense que moi... Partagez la vôtre alors. Voilà, moi la mienne c'était le temps, le nombre d'années de relations conflictuelles avec la nourriture qui créait cette culpabilité finalement. C'était vraiment de me dire mais regarde, ça fait 10 ans, toujours pas fichu de manger normalement finalement. Et c'est vrai que ça dépend un petit peu de nous tous et de manière générale, notre rapport à la nourriture est conditionné par notre éducation, comment on la voit, comment on s'alimente, notre corps. Enfin, il y a vraiment tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Mais ce qui est sûr, c'est que se poser la question au moins de se dire est-ce que je pourrais me sentir un petit peu moins coupable et comment ? Peut-être même en oubliant un petit peu tout ce qui s'est passé avant, en essayant de se dire juste aujourd'hui, ici j'essayais de profiter de ce repas et puis point quoi. Comment reconnaître le food fighting pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas s'ils sont concernés ou pas? C'est ça, je donne un petit guide dans le livre parce que c'est vrai qu'il y a des petits signes indicateurs. Il y a notamment quand, par exemple, si c'est chez nos proches, chez nous, je pense que déjà il y a un peu tout cet ensemble de règles, de pensées qui peut peut-être vous évoquer ça. Mais par exemple, chez nos proches, il y a justement ce que je disais au sujet du fait de prendre une salade au resto, mais du coup de lorgner un peu sur les frites du voisin. Parce qu'en fait, on classe les frites dans la catégorie aliments interdits, donc on va pas prendre ça au resto. Par contre, celles du voisin, qu'est-ce qu'elles ont l'air bonnes, oh là là. Et ça peut être ce genre de choses. Après, pour soi, il y a également un bon test aussi, c'est la boîte de chocolat posée sur la table. Il y a des personnes qui vont simplement prendre un petit chocolat parce que pourquoi pas, c'est très bon. Mais chez certaines, comme ça a été le cas pour moi, ça déclenche un dialogue intérieur entre la partie, on va dire les règles. Non mais tu vas pas manger de chocolat. Non mais déjà qu'à midi t'as mangé X, Y et Z. Et entre eux, justement notre partie un peu mais j'en ai envie, mais ça a l'air bien bon, mais si j'en prends qu'un seul. Et ça déclenche un espèce de dialogue incessant qui va faire que on va sûrement en prendre un au bout d'un moment. Puis culpabilité, non mais c'est pas possible, je t'avais dit, etc. Un ping-pong. Et est-ce qu'on en reprend un deuxième? Sûrement, ouais. Et puis parfois on mange toute la boîte. Même un troisième.
Moi, j'ai la même avec le paquet de granola. Ah bah voilà. Voilà. Mais en fait, je peux manger un paquet de granola, mais au final, n'y trouver aucun plaisir. Bah, et pourtant, j'en avais envie avant. C'est ça, et c'est pas facile. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi le fait que si on est en train de travailler ou même qu'on s'ennuie ou quoi, le paquet de granola, ça nous occupe. Et du coup, ça nous fait une activité. Et notre cerveau, il aime pas être inactif. Donc, c'est vachement bien de manger des granolas. C'est très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que... Mais est-ce qu'on y prend du plaisir ? Voilà, on n'y prend pas forcément de plaisir dans ces cas-là. Surtout quand c'est justement notre cerveau qui nous fait manger. Ah mais regarde, ils sont bons ces chocolats, puis t'as jamais testé celui qui est en forme de, etc. Et en fait, là, ce que je propose dans Food Fighting, c'est vraiment de goûter consciemment, donc en cherchant à comprendre les sensations qu'on a. Est-ce que ça croustille ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je ressens quand je regarde le plat, etc. Pourquoi j'ai choisi ça ? Admettons. C'est ce que vous avez fait, l'exercice que vous avez fait avec le Kinder Pingui. Tout à fait. Je l'ai fait avec d'autres plats, mais effectivement. Et en fait, quand on est vraiment attentif à ces sensations-là, on goûte vraiment la nourriture telle qu'elle est, et pas à travers le filtre déformant un petit peu de notre cerveau qui se dit c'est des Kinder Pingui, c'est interdit, donc c'est trop bon en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un bon exercice à faire, je pense, avec un aliment qu'on s'interdit justement. Il faut manger les granolas un peu en essayant vraiment de les goûter, de savoir ce qu'on ressent quand on les mange, et de voir si c'est toujours aussi bon. Et il m'est arrivé vraiment d'avoir un peu des déclics comme ça, de me dire, mais en fait, j'aime pas trop ça, des aliments comme ça que je mettais sur un peu une espèce de piédestal émotionnel et compagnie, et en fait, en les mangeant vraiment, de me dire, ils ont rien de spécial. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai tout ce parcours est un peu derrière moi, il y a tout un tas d'aliments ou de plats, et je me souviens notamment de la raclette, la fameuse, que je trouvais incroyable, tellement bon, j'allais y penser pendant des jours, etc. Mais aujourd'hui, pas du tout. Ouais, et ça fait juste mal au ventre. C'est ça. Comment est-ce qu'on reconnaît une sensation de faim ? Et vous donnez des exercices pour ça. C'est ça. La clé, du coup, une fois qu'on commence à un peu rentrer dans le processus, c'est de se dire, du coup, est-ce que j'ai faim déjà pour manger ? Et pareil, est-ce que j'ai atteint la satiété ? Et pour reconnaître la faim, quand on n'a pas l'habitude, notamment quand on a fait beaucoup de régimes, les sensations, elles peuvent être un peu déréglées. Donc, c'est vraiment un réapprentissage de est-ce que j'ai faim ou pas ? Je vais écouter les sensations dans mon corps, dans mon ventre, pour savoir. Le problème, c'est que ça dépend un petit peu de chacun. Alors, il y a des symptômes de la faim qui sont assez communs. Il y a souvent le ventre qui gargouille. On peut aussi se sentir un petit peu faible, un petit peu même nauséeux. Mais c'est vrai que ça dépend un peu de tout le monde. Et c'est pour ça que je propose vraiment d'observer, d'essayer de mettre des mots en fait, sur cette sensation. Est-ce que c'est un picotement ? Est-ce que c'est un tiraillement ? Des mots neutres. Et d'essayer de faire cet exercice plusieurs fois pour essayer de reconnaître. Et de voir peut-être à quel moment il arrive. Et puis si je mange pas, qu'est-ce qui se passe, etc. De se réapproprier un petit peu cette écoute de nos sensations. Alors n'écoutez pas. Il faut accepter de ne pas terminer son assiette, voire même de jeter ce qu'on a dans son assiette. C'est fou, hein, le poids de ce côté ne pas jeter ce qu'on a dans notre assiette. Et pourtant... Pour moi, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué pour tous. On ne gâche pas la nourriture. Et on ne jette pas la nourriture. Alors, où on termine, si on ne termine pas, on met dans une boîte, on mange le lendemain. C'est ça. Mais vous aviez quel regard par rapport à cette nourriture qui était mise de côté pour le lendemain ? Alors, pas forcément l'impression de gâcher la nourriture si c'était mis de côté. Mais par contre, effectivement, quand il reste quelque chose dans l'assiette, alors il y a plusieurs choses qui entrent en jeu, mais la première, c'est je vais le manger. Il est devant moi, je suis en train de manger, je vais continuer dans mon élan. C'est difficile de s'arrêter en plein milieu. C'est un exercice très dur. Et en plus, alors si... Je pense notamment au cas où c'est pas facile de mettre les restes de côté quand on n'est pas chez soi. Alors là, on a tout le poids de notre éducation. On ne gâche pas la nourriture, c'est du gaspillage. Pense aux enfants dans tel pays qui meurent de faim. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est bien. Il faut pas gaspiller forcément et faire de son mieux. Mais quand on mange alors qu'on n'a plus faim, finalement, c'est de la nourriture qui aurait dû aller à la poubelle et on la met dans notre corps. C'est pas un message très gentil envers soi-même. C'est ça que je voulais vous faire dire, ouais. Parce qu'elle m'a marqué cette expression. Et vous dites, mon corps n'est pas une poubelle. Oui, parce que justement, c'est de la nourriture qu'on va manger alors qu'on n'a plus faim, qu'on aurait dû mettre à la poubelle et à la place, on la met dans notre corps. On le considère comme une poubelle en fait. Et je trouve que vraiment... Alors effectivement, c'est pas toujours facile de pas jeter, etc. Mais c'est un bon exercice d'ailleurs d'essayer de laisser un tout petit peu dans l'assiette, mais vraiment une portion minuscule, quoi. C'est-à-dire pas terminer son assiette, et c'est ça. Comme exercice en fait. Pour s'entraîner à ne pas la terminer de manière automatique alors qu'on n'a plus du tout faim.
Et là, l'image qu'on a de soi change. Vous avez réussi à vous réapproprier justement ces signaux de satiété? Alors, la satiété, alors déjà à la fin, c'était compliqué, mais alors la satiété, c'est très compliqué aussi. La satiété, ça veut dire qu'on sait qu'on a suffisamment mangé, en fait, qu'on n'a plus faim. C'est ça. Il y a satiété, et alors il y a un peu aussi le rassasiement, où là, vraiment, on va sentir qu'on a bien mangé. Mais la satiété, ça va être un peu un petit signal de notre corps. C'est assez discret et difficile à identifier quand on n'a pas l'habitude mais en fait là c'est bon, si tu t'arrêtes maintenant, j'ai assez. Et je propose un peu plusieurs pistes pour partir à la recherche de ce signal-là, parce que lui aussi, il dépend vraiment de notre corps, de nos sensations, de comment on va le percevoir. Et donc pareil, je conseille d'observer, de le faire au long terme, de s'entraîner à reconnaître la satiété. Alors nous essayons de trouver une réponse à une question ce matin. Pourquoi mange-t-on quand on n'a pas faim? On en parle avec mon invité Ingrid Lemaire. Et Marie Butita nous a rejoint. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie et spécialisée en... Alors je ne sais pas si c'est les troubles, mais en tout cas en comportement alimentaire. Et vous avez collaboré à ce livre qui s'appelle Food Fighting, comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle. Vous, Ingrid, vous avez mis longtemps à vous tourner avec des professionnels de santé. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Eh bien parce que j'avais pas l'impression d'avoir des problèmes de santé. J'avais l'impression d'avoir peut-être des mauvaises habitudes, du mal à faire ce comportement que les gens autour de moi avaient, qui était de manger normalement finalement. Mais il m'est pas forcément venu à l'idée effectivement que j'avais par exemple une maladie et qu'il fallait que j'en parle à un médecin ou un thérapeute. Marie, à quel besoin répond-on quand on mange et qu'on n'a pas faim? Alors ça peut être à tout un tas de besoins, ça peut être en réponse à une contrariété émotionnelle, ça peut être suite à aussi de la pression sociétale, quand on est invité à manger quelque part et on n'a pas forcément faim mais qu'on va se retrouver à manger. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent nous amener à manger. Il y a cette expression qui est terrible, qui dit manger ses émotions. Qu'est-ce que ça veut dire que manger ses émotions? Alors manger ses émotions, ça va être vraiment cette tendance à se jeter sur le paquet de chips ou se jeter sur la tablette de chocolat en conséquence d'une émotion vécue en général désagréable. On va rentrer du travail après une mauvaise journée par exemple et on va se jeter sur la tablette de chocolat. Comment savoir que la nourriture est un moyen de gérer ses émotions? Alors, on va s'en rendre compte si on a régulièrement ce genre de compulsion. Effectivement, on va manger alors qu'on n'a pas vraiment faim ou que c'est pas vraiment l'heure ou en trop grande quantité. Et si on a cette impression de perdre le contrôle, c'est-à-dire de ne pas savoir s'arrêter jusqu'à ce qu'on se sente calmé en fait. Donc là, c'est des comportements qui doivent amener à se poser quelques questions. On n'a pas toujours conscience que c'est par émotion qu'on mange. Il faut déjà un petit temps avant de s'en rendre compte et de prendre le temps de réfléchir et de se dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que j'ai vécu des émotions qui étaient peut-être un petit peu difficiles et qui sont en lien avec cette prise alimentaire. Quand on a justement un problème et qu'on mange ses émotions, est-ce que c'est à un nutritionniste qu'il faut s'adresser ou c'est peut-être pas le bon spécialiste? Alors, manger ses émotions, c'est pas forcément un problème si ça n'arrive qu'une fois de temps en temps. Ça devient un problème quand c'est très régulier et vraiment incontrôlable. Dans ces cas-là, c'est plutôt vers un psychologue qu'il faudrait se tourner, vers un psychologue formé après au comportement alimentaire. Il y a certains diététiciens aussi qui sont formés maintenant. J'adore les nouveaux concepts aujourd'hui. Alors, maintenant, tout se fait en pleine conscience. Et maintenant, il faut manger en pleine conscience. Alors Ingrid, expliquez-nous comment la première fois en septembre 2019, vous avez mangé en pleine conscience et qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon d'aborder la nourriture? Alors, c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi parce que je pratiquais, par contre, j'étais professeure de yoga déjà à l'époque et je pratiquais la méditation en pleine conscience. Et je voyais un peu partout ce terme d'alimentation en conscience et je me suis dit, ça doit être un peu comme la méditation en version repas. Donc, je vais écouter mes sensations quand je mange. Et effectivement, en méditation pleine conscience, on écoute ces sensations, mais on ne les juge pas. On n'est pas en train de se dire
qu'est-ce que tu fiches à penser à ça, etc. On essaye d'observer au mieux ce qu'on ressent, et que ce soit dans notre corps, etc. Ça, c'est déjà le cas en méditation. Et là, en version alimentation, j'ai essayé d'observer au mieux ce que j'avais dans mon assiette, les couleurs, les textures, etc., les odeurs, puis ce que j'avais sur ma fourchette, puis quelles sensations j'avais dans ma bouche à ce moment-là. Est-ce que c'était craquant? Quel était le goût? La température? La texture? Etc. Et en fait, effectivement, dans le livre, je raconte ce moment-là parce que c'était un peu la révélation. J'avais vraiment l'impression de manger pour la première fois, finalement, de vraiment écouter, de vraiment goûter l'aliment. Et depuis, vous continuez à manger en pleine conscience? J'essaye de le faire le plus souvent possible. Ça devient une habitude ou pas vraiment? C'est quand même un peu contraignant parce que pour moi, il vaut mieux le faire seul. C'est très très difficile de le faire quand il y a de l'animation autour de nous, que ce soit d'autres personnes, du bruit. C'est d'ailleurs un conseil que je donne et qui n'est pas forcément facile à suivre, mais d'essayer, c'est simplement des exercices, hein, c'est pas quelque chose à faire au quotidien, mais d'essayer de manger sans télé, sans bruit, sans livre, émissions, etc. C'est pas toujours facile. Sans son téléphone à sans côté le téléphone, de soi. Ouais. voilà. Et c'est vrai que déjà ça, quand on a pris l'habitude de le faire, on a vraiment l'impression d'être un peu seul au monde face à son assiette. Dans ce cas-là, c'est pas forcément facile. Mais j'essaye de le faire assez régulièrement parce que ça fait du bien en fait de manger en pleine conscience en fait. Alors Marie Butita, pourquoi manger sans faim, c'est quelque chose de difficile à comprendre? Pourquoi c'est difficile à comprendre? Ce qui est difficile à comprendre, c'est plutôt de savoir que normalement, quand on mange, c'est en réponse à une sensation de faim et qu'on s'arrête de manger quand on n'a plus faim. Finalement, autour de soi, on s'aperçoit qu'assez peu de personnes sont connectées à leurs sensations. Donc c'est vrai que la méthode que décrit Ingrid est une méthode qui est souvent utilisée par les psychologues, par les diététiciens, les médecins, etc. dans ces difficultés-là, pour se reconnecter à ses sensations. Mmh. Alors, vous dites, Ingrid, et ça va surprendre tout le monde, que la motivation ne sert à rien. Pourquoi est-ce que la motivation, ça ne sert à rien? Alors, c'est ça, je parle de motivation un peu justement à manger en pleine conscience, à essayer de faire ce genre d'exercice. Et en fait, ce que j'ai découvert un petit peu, parce que justement, je me disais, mais j'ai pas de volonté. J'avais vraiment cette pensée que j'avais pas de volonté et que le soir, quand je rentrais du travail, je me jetais sur les gâteaux parce que j'avais pas de volonté, entre guillemets, je valais moins que les autres qui en avaient. Et j'ai découvert, en lisant notamment le livre L'instinct de volonté de Kelly McGonigal, que la volonté, c'était un concept un peu similaire à une jauge de points de vie qu'on pourrait avoir dans un jeu vidéo. C'est-à-dire quand on se réveille le matin, qu'on a bien dormi, qu'on mange bien aussi, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose de nourrissant, notre volonté est au max. Et que petit à petit, au cours de la journée, elle va un peu diminuer, voire elle va carrément se vider, surtout s'il nous arrive justement des situations un peu conflictuelles, des émotions négatives. Et donc le soir, on en a beaucoup moins que le matin. Et un autre conseil de lecture dans votre livre, c'est Les femmes, la nourriture et Dieu. Oui, de Jean Inroth, ouais. Une autrice américaine aussi qui parle un peu d'alimentation en pleine conscience, etc. et qui fait un peu le lien, justement. Alors, c'est plus sur vraiment les personnes qui ont de grosses compulsions alimentaires ou des troubles du comportement alimentaire, mais justement le lien avec toute la dimension émotionnelle qu'on attache à la nourriture qui peut être énorme. Pourquoi une crise de food fighting, c'est pas du craquage? Disons que ça ressemble, on parle un peu de la même chose, sauf que dire craquage, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal. Alors qu'en fait, c'est plutôt un symptôme de quelque chose. Et moi, je le voyais vraiment comme « Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as craqué ?» Et donc, je repartais dans tout un dialogue intérieur, une flagellation intérieure, etc. Alors qu'en fait, la question que j'aurais dû me poser, c'était qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu te sens? Parce que là, justement, t'as un symptôme. T'as envie de manger tout ce paquet de gâteaux qui est sous ton nez. Donc, qu'est-ce qui va pas, finalement? Marie Butita, comment est-ce qu'on se libère de cette nourriture émotionnelle? Alors, on s'en libère, en fait, comme l'expliquait Ingrid, en se demandant qu'est-ce qui se passe, en fait, pour qu'on se retrouve à manger comme ça par émotion. On s'en libère en se libérant aussi des notions il faut de la volonté, pour tenir des régimes. On essaye de nous faire croire, en fait, qu'il faut tenir un certain régime alimentaire, que si on n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'on manque de volonté, qu'on craque, etc. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est très difficile à tenir, c'est même impossible, mais ça, on en parle moins. Donc, l'idée, c'est déjà de se foutre un petit peu la paix, de se dire que c'est OK de craquer, entre guillemets, que c'est pas des craquages, c'est juste que notre corps réclame ou que nos émotions réclament. Donc, c'est vraiment de faire tout ce travail, de faire la paix avec soi-même et de se demander, notamment avec l'aide de la pleine conscience,
Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à avoir ces prises alimentaires qui sont en prise en dehors de sensations de faim et qui donc sont pas forcément adaptées. Mais c'est un travail qui mérite d'être fait et qui fonctionne assez bien. Et qui prend du temps. Il faut expliquer que c'est pas du jour au lendemain, c'est pas magique. Ça prend du temps, mais de toute façon, il n'existe aucune solution miracle avec l'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait de nos envies? Comment on les gère? Alors, qu'est-ce qu'on fait de nos envies? On s'écoute. C'est ce qui est expliqué dans le livre. On se demande qu'est-ce qui fait que j'ai envie de ça maintenant? Est-ce que c'est en réponse à une émotion? Est-ce que c'est pour me féliciter de quelque chose? Est-ce que peut-être que je manque de sucre? On a souvent des envies de sucre et parfois c'est aussi très cohérent avec le moment de la journée et les efforts qu'on a pu fournir avant. Donc si on arrive à identifier une émotion, on peut se demander qu'est-ce que je peux faire comme autre activité qui va m'aider à gérer cette émotion. Et puis on peut aussi tout simplement aller vers la prise alimentaire, vers l'envie alimentaire, mais en toute conscience et en se disant oui, là je suis en train de manger quelque chose par émotion, mais c'est ok, je suis totalement en paix avec ça et je sais que ça va me faire du bien et la prochaine fois je gérerai cette émotion différemment. Il y a un exercice que vous donnez, Ingrid, dans le livre, de manger ce dont on a envie. Oui, et de chercher ce dont on a envie. Parce que la question, je me disais, mais il faut que tu essayes d'écouter, de manger ce qui te fait plaisir, mais qu'est-ce que tu veux? Et je prenais en fait un petit carnet, j'essayais de noter, est-ce que je veux plutôt quelque chose de chaud, de froid, de telle texture, de tel goût? Et parfois, parce que on n'a pas toujours envie d'un aliment en particulier, parfois on a envie d'une texture, quelque chose comme ça. Et en plus, c'est quand on est un peu sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'au début de cette démarche, j'avais souvent des envies très précises, les fameux Kinder Pingui, les fameux aliments qu'on s'interdit, qu'on met un peu qu'on connote avec nos émotions. Et puis petit à petit, quand on commence à être un peu plus en paix avec nos envies, on a parfois des envies juste que ce soit chaud, parce qu'il fait froid dehors. Ou sucré. Ou sucré. Ou de la glace. Voilà. Finalement, est-ce que quand on mange, ça doit faire plaisir? Marie. Absolument, oui. Quand on mange, ça doit faire plaisir. J'aime pas la notion d'injonction, ça doit faire plaisir. Non, quand je dis ça doit, mais est-ce que manger, c'est une question de plaisir ou c'est comme aller remplir sa voiture à la station essence et mettre du carburant dedans? Alors ça, c'est vous qui le décidez. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément besoin de prendre du plaisir en mangeant, mais je pense que la majorité des personnes ont quand même ce besoin-là. Et en fait, les études ont montré, par exemple, que plus on prend de plaisir à manger et moins on va aller vers des compulsions après, moins on va craquer. Voilà. Donc le plaisir est vraiment une composante importante pour réussir à avoir un rapport apaisé avec l'alimentation. C'est pour ça qu'on a du mal quand on fait un régime, parce que souvent on se contraint, on mange des choses avec lesquelles on prend pas de plaisir, et c'est pour ça qu'on va vite aller craquer vers quelque chose pour lequel on ressent du plaisir. Alors que si on arrive à trouver une façon de s'alimenter dans laquelle il y a du plaisir au quotidien, alors sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de manger des aliments tout le temps très gras, très sucrés pour ressentir du plaisir, mais qu'on pense aussi à la façon dont on cuit, à rajouter des petites épices, à bien présenter l'assiette, etc., et qu'on y prend du plaisir. En général, on a un rapport plus apaisé avec l'alimentation parce qu'on est moins attiré par des aliments, entre guillemets, qui seraient interdits, puisqu'il n'y a plus vraiment d'interdit à ce moment-là. Bien. Ingrid, vous, à quel moment est-ce que vous décidez de ce que vous allez manger dans la semaine? C'est au jour par jour? C'est repas par repas? Vous avez un planning? J'avais un planning et aujourd'hui c'est jour par jour, voire repas par repas, voire j'oublie un peu. J'oublie notamment le contenu de mes placards et de mon frigo, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Si vous vous êtes reconnu dans ce portrait que vous-même, vous pratiquez la nourriture émotionnelle depuis des années, je vous conseille de lire Food Fighting, comment gagner le combat et faire la paix avec cette fameuse nourriture émotionnelle. Merci Ingrid Lemaire et à Marie Butita d'avoir été ce matin. J'ai appris beaucoup de choses dans votre livre. Donc déposez Food Fighting, Ingrid. Votre éditeur c'est First. Merci Marie. Merci. Voilà, d'avoir été avec nous au téléphone avec des difficultés sur la ligne. En tout cas, merci d'avoir été patiente. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Ingrid. Avec plaisir. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.